Kenya, où habite dans le village de pêcheurs Kogelo la famille Obama, et où est né le père du premier président noir de l'État le plus puissant de la planète. Le village n'était pas mentionné dans le programme en raison de sécurité. Le président Obama s'est entretenu à Nairobi avec son homologue kenyan Uhuru Kenyatta. Il a pris en outre la parole au Congrès mondial de l'entreprise dans la capitale kenyane, ayant formulé sa conception d'avenir de l'Afrique. Ensuite, Obama s'est rendu à Addis Abeba, où il a prononcé un discours au mini-sommet de l'Union africaine, ayant réaffirmé que l'Afrique ne saurait surmonter son retard politique et économique qu'en empruntant la voie de développement démocratique. Obama a critiqué les leaders des pays africains qui s'accrochent au pouvoir. Obama a assuré ses interlocuteurs africains que l'Amérique ferait tout ce qui était en son pouvoir pour que l'Afrique occupe une place digne dans la communauté mondiale. Or, il y a eu déjà de telles promesses, notamment de la part d'Obama. L'actuelle tournée d'Obama est une tentative d'infléchir la situation dans la bataille globale pour l'Afrique que les États-Unis perdent pour le moment, en particulier à la Chine, a expliqué l'expert de l'Institut de l'Afrique de l'Académie des sciences de Russie, Andrei Ournov. Fait révélateur, le politologue belge Luc Michel partage cette opinion en commentant dans une interview accordée à notre observateur Igor Yazon les objectifs de la récente visite d'Obama en Afrique de côté pile et côté face. Pour moi, il n'y a que du négatif. C'est un voyage que je considère comme un scandale indécent et qui prend les masses africaines pour des idiots. La première chose, c'est que les Africains, apparemment, tout le monde n'a pas encore compris qui est vraiment Obama. Et il n'y a pas d'excuse, parce que moi, en 2008, en novembre 2008, quand il a été élu, j'avais déjà fait à l'époque un éditorial où j'expliquais. Barack Obama, c'est un homme qui a été choisi pour rafraîchir l'image du président américain après les années de George Bush II. Il a été choisi parce qu'il était jeune et parce qu'il avait l'apparence d'un noir. C'est un métis et il a plus de sang blanc que de sang africain. Il a été choisi par le lobby militaro-industriel de façon à continuer d'une façon plus présentable le programme impérialiste de l'administration Bush. Je l'ai répété ce dimanche sur les antennes d'Afrique Média, la grande télévision panafricaine, où certains panélistes se laissaient prendre aussi et se disaient flattés de l'intérêt d'Obama pour l'Afrique. Il faut voir qui sont les conseillers d'Obama et on a compris. Conseiller financier, c'est George Soros. George Soros, c'est le spéculateur, c'est le financier des révolutions de couleur et c'est surtout l'homme qui en Afrique, via son réseau de fondations, les Open Society Foundation, a pris en main la structuration de la société civile, mais aussi des médias. Il y a tout un plan américain pour créer ce qu'ils appellent de nouveaux médias africains. George Soros a été chargé de les financer et de les encadrer. Ça va très loin puisque un journal comme Le Monde Afrique, qui sont les pages africaines du monde à Paris, est financé par une fondation sud-africaine de Soros qu'on appelle Oziwa. La deuxième conseillère, et là on ne peut pas dire je ne comprends pas, c'est Zbigniew Brzezinski. C'est l'auteur du Grand Échiquier, c'est l'héritier d'Henry Kissinger, donc de la diplomatie américaine agressive des années Reagan. Ça explique que la politique d'Obama, c'est une politique anti-russe, continuelle. C'est la nouvelle conseillère pour les relations internationales, c'est Susan Rice, c'est elle qui a mené toute l'opération contre, évidemment, à un moment donné, l'Ukraine. C'est elle qui a patronné une partie des révolutions de couleur. Quand on a dit ça, on a compris. On va venir à l'Afrique. Qu'a fait Obama en Afrique pour recoloniser l'Afrique? La première pierre de l'édifice, elle a été posée en 2007 par George Bush, c'est la création de l'Africom. L'Africom, qu'est-ce que c'est? C'est un commandement américain. Comme il y a un commandement pour l'Eurasie, il y a un commandement pour l'Amérique latine, c'est le commandement de l'armée et de la marine américaine pour faire la guerre en Afrique. Quand l'Africom est créé, il y a une base américaine en Afrique à Djibouti. En ce début 2015, il y en a 30. Le prétexte, ça a été la soi-disant guerre au terrorisme. C'est le même phénomène qu'en Syrie, qu'en Irak, qu'en Libye, que dans le Sahara. On a importé, les Occidentaux et les Américains, le djihadisme en Afrique, dans au moins une dizaine de pays, qui vont de la Somalie jusqu'aux frontières de l'Algérie, pour les déstabiliser. Le deuxième prétexte, c'est la piraterie dans le golfe de Guinée et dans le golfe d'Aden et au large de la Somalie. Les Américains ne vont pas
s'arrêter là, puisque ils ont lancé un programme de prise en main des armées africaines. Au mois de mars, il y a eu à Dakar une convocation de généraux de 43 pays africains par l'Africom, qui on a expliqué le programme militaire américain pour l'Afrique. Il y a un projet de créer une super base navale de l'US Navy sur les petites îles de Sao et Tomé, c'est dans le golfe de Guinée, c'est au large de la Guinée équatoriale et du Cameroun, et d'y implanter une flotte américaine, comme il y a une 5e flotte au Bahreïn ou une 6e flotte en Méditerranée, une flotte permanente. Donc on est dans une recolonisation militaire que Obama a parfaitement accomplie. Deuxième action d'Obama contre l'Afrique, c'est le soi-disant printemps arabe dans sa partie africaine. Il faut quand même rappeler quelque chose à tous les Africains. Aujourd'hui, Muammar Kadhafi, il est en train de devenir ce qu'était Che Guevara pour le reste du monde, qui a détruit la Jamaïria libyenne, organisé l'agression, qui a fait tuer Kadhafi. Les Africains s'arrêtent à Sarkozy, mais la France de Sarkozy n'a été que la porteuse de valise des États-Unis. C'est les États-Unis qui contrôlaient toute l'agression contre la Libye. C'est l'assassin véritable de Kadhafi, c'est Obama. Il a importé donc, à cause du prétexte du djihadisme, la déstabilisation dans une zone africaine qui va des frontières de l'Algérie à Djibouti, à la Somalie, que par hasard là-bas, que sont situées la majorité des nouvelles bases américaines, c'est évidemment le but, c'est de déstabiliser les États et de favoriser le retour militaire, diplomatique et politique des Américains et de l'OTAN en Afrique. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, évidemment, que fait Obama, c'est le début d'une grande offensive contre l'Afrique. Il y a eu un sommet à Washington, convoqué par Obama. Il a convoqué tous les chefs d'État africains, sauf Mugabe. Ces gens sont allés là-bas, ils sont tombés dans un piège. Le sommet s'appelait USA-African Leader. Il s'est déroulé du 5 au 8 août 2014. Tout d'abord, on a présenté à ces gens des organisations de la société civile, des jeunes cadres africains en leur disant voilà vos successeurs. Parallèlement à ce sommet, se tenait à quelques centaines de la Maison Blanche dans les locaux du Congrès américain un sommet dit alternatif de la NED. La NED, qu'est-ce que c'est? C'est la National Endowment for Democracy. C'est un organisme de l'État américain financé sur le budget du gouvernement américain et dont le but c'est de financer les changements de régime depuis les années 80. Ils ont été fondés par Reagan pour combattre l'Union soviétique et puis la Chine. À ce sommet, on a pris en main des centaines et des centaines d'activistes, de syndicalistes, surtout de journalistes. Il y a de l'argent noir qui a été distribué et on a commencé à préparer ce que des journalistes africains ont appelé en comparaison avec ce qui s'est passé au Moyen-Orient, le printemps africain. Obama, il a désigné 14 chefs d'État qui devaient partir. Il y a de tout dedans. Il y a des chefs d'État qui étaient pro-occidentaux, mais dont on ne veut plus. Et il y a évidemment les bêtes noires des Occidentaux, Mugabe par exemple, ou le président de Guinée équatoriale, qui est le leader du nouveau panafricanisme, Obiang Bamba Soko. Immédiatement après ces deux sommets, il y a eu l'éclosion en Afrique de nouveaux médias, de groupes de jeunes formés sur le modèle d'Otpor, les tombeurs de Milosevic par les organisations de Soros. Tout ce que je vous dis là, Igor, ce ne sont pas la théorie du complot ou des supputations. J'ai écrit, moi, une série d'articles depuis presque un an. J'ai donné les preuves. Les preuves, je vais les chercher sur les sites internet de toutes ces organisations. Le but, c'est quoi? C'est de faire partir donc 14 chefs d'État africains. Ça a été lancé en 2014, ce n'est pas hasard, puisque tous ces pays, en 2015-2016, ont des élections présidentielles ou législatives. À partir de ce moment-là, on a vu des révolutions de couleur qui ont été lancées dans une série de pays africains. Ce sont des révolutions de couleur rampantes. C'est un incendie allumé par les Américains qui couvre et qu'on rallume pays par pays quand c'est possible. Ça n'a pas marché parce que les masses africaines ont quand même une conscience politique. Dans certains pays comme le Burundi, on a eu 15 ans de guerre civile. Et donc les gens sont moins prêts
marché, ce ne sont pas les naïfs ukrainiens ou les naïfs géorgiens ou les naïfs moldaves. Deuxièmement, il y a un patriotisme qui existe et donc ça ne va pas fonctionner. Il faut maintenant donc relancer la machine à déstabiliser et c'est la raison du voyage d'Obama. Obama est là, il vient de tenir un discours aujourd'hui où il a dit que le problème de l'Afrique c'était la démocratie. Démocratie, ça veut dire des régimes non occidentaux ou non pro-occidentaux. Et alors la deuxième chose, ils ont dit que les chefs d'État devaient partir. Il y a des chefs d'État qui sont effectivement au pouvoir depuis longtemps, mais qui font beaucoup de bien pour leur pays. S'il n'y avait pas le président Obiang Mbasogo en Guinée équatoriale, ça ne serait pas ce qu'on appelle un pays qui prépare l'émergence 2020 et un modèle économique. Il y a Idriss Déby Itno qui a ramené la paix dans son pays aussi, après des décennies de guerre civile. Mais les Américains ont décidé de balayer tout ça et de mettre des hommes à la place et surtout d'amoindrir la puissance de la France en Afrique. Le but, c'est d'amener des politiciens pro-américains et d'amener également l'Allemagne de Mme Merkel qui accompagne les Américains. Il y a un programme de retour de l'Allemagne en Afrique qui est favorisé par Obama et qui précisément vise les pays, la plupart ex-francophones. Quand on voit tout ça, évidemment, l'attitude des Africains, ce que j'ai appelé l'américano-latrie ou l'Obama-latrie, c'est-à-dire l'adoration stupide et sans limite d'Obama, elle n'a pas de sens. Il y a même des parents qui ont nommé des bébés qui sont nés maintenant pendant le voyage d'Obama. Il y a un pauvre bébé qu'on a appelé Air Force Number One, comme le président de l'avion du président. Il y a des Michelle Obama, il y a des Barack, il y a des Obama. C'est la stupidité absolue, puisque cet homme, rappelons-le, il n'est pas blanc, il n'est pas noir, il est le visage qu'a choisi le lobby militaro-industriel américain pour relancer la domination mondiale américaine, pour relancer les plans des néoconservateurs et de George Bush II qui n'avaient pas marché, le Grand Moyen-Orient qui était l'ancien nom du printemps arabe, et la recolonisation de l'Afrique qui a été la dernière chose mise au point par l'équipe George Bush Dick Cheney avant qu'il ne quitte le pouvoir. Il faut dire une dernière chose, Igor. Obama a des États clients en Afrique. C'est l'Afrique du Sud, c'est le Kenya précisément, c'est l'Ouganda. Ce sont des États à partir duquel, par exemple, l'Africom organise chaque année des exercices militaires où on prend en main les sous-officiers, les officiers africains. Les chefs d'État africains ne s'en méfient pas, mais les Américains sont en train de former une génération d'officiers pro-américains qui vont faire les pousses de demain. Du côté des francophones, on n'en veut pas, on a compris. On a compris ce qu'était Obama, ce qu'il était en train de faire. Ça, évidemment, ça annonce de mauvais jours pour l'Afrique. Donc Obama part bientôt de son poste de président, mais peut-être il reste, comment dirais-je, il continue la politique de lobby en faveur de l'Afrique. Il faut dire les choses. Donc, il n'y a pas de politique américaine en faveur de l'Afrique. Ce qu'ils appellent la politique en faveur de l'Afrique, c'est une politique qui est ajustée sur le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. C'est la mise sous tutelle, comme on le fait pour la Grèce pour le moment, des pays africains via des prêts. Le président, par exemple, le nouveau président du Nigeria, qui est un officier pro-américain, qui a fait un putsch militaire dans les années 80 avec l'aide de la CIA, il s'appelle Buhari. Buhari est allé rencontrer à Washington Obama pour lutter contre Boko Haram. Il faut dire une première chose, c'est qu'il y a de très bons indices que Boko Haram, comme Daesh ou Al-Qaïda ou le Front al-Nusra, a une aide occulte des États-Unis et de ses alliés occidentaux. Mais avec quoi Buhari est-il revenu? Il est revenu avec un prêt de 2 milliards de dollars qui va surendetter le Nigeria. C'est ça l'aide américaine. L'aide américaine aux armées africaines, elle vise surtout à empêcher une armée panafricaine. Je vais encore vous donner un exemple concret, parce qu'il faut parler de choses concrètes pour comprendre, pas de lancer de vagues accusations. Au sommet de l'Union africaine à Malabo en 2014, en juin 2014, on a décidé la création d'une force d'interposition rapide de l'Union africaine. Eh bien, en août 2014, au sommet US African Leader, Obama n'a pris qu'une seule décision concrète. C'était très simple. Il a créé une autre force d'interposition rapide, concurrente, sous contrôle de l'Africom, avec ses États clients, le Nigeria,
le Kenya et l'Ouganda, et ça a torpillé la force d'interposition africaine. Deuxième exemple pratique, le 9 avril devait se tenir de cette année à Malabo un sommet des pays riverains du golfe de Guinée pour mettre au point une force intégrée africaine sous contrôle africain pour lutter contre Boko Haram. Immédiatement élu, Bouhari a dit je ne viens pas et on a reporté CIDA, c'est fini. Cette force ne verra jamais le jour. C'est ça la politique américaine. Que ce soit dans le domaine de la finance, de l'armée, il n'y a pas d'aide d'Obama. Maintenant, est-ce que la politique d'Obama va continuer? Oui, parce que les projets qu'Obama a développés, ce ne sont pas des projets propres à son administration. Ce sont, comme je vous l'ai expliqué, des projets qui ont été conçus par le Pentagone, le lobby militaire et industriel, le complexe des services secrets américains et l'administration, le State Department, sous George Bush. Obama les a continués. Quel que soit le président américain, ça va continuer. C'est lié à ce que j'appelle, moi, la machine de guerre américaine, la machine de domination mondiale. Donc, ça va continuer. Obama, c'est le masque que l'impérialisme américain a pris pour le moment. Et on sait déjà, par exemple, que les deux candidats les mieux placés, qui sont du côté républicain, Jeb Bush, qui est le petit frère de George Bush II, et un autre fils de George Bush I, eh bien, Jeb Bush ou Hillary Clinton, dont on connaît le rôle en Afrique, c'est elle qui a pris en main la destruction de la Jamaïque libyenne. Par exemple, Hillary Clinton ou Jeb Bush vont évidemment faire la politique d'Obama en Afrique en pire. Donc les Africains, il y a une prise de conscience à faire. Il y a une prise de conscience qui est en route du côté francophone, grâce en grande partie à la grande télévision panafricaine Afrique Média. Donc Obama, la visite d'Obama, vous savez, c'est comme un bouton de fièvre, ça révèle une maladie, mais ça ne guérit pas la maladie ou ça ne l'aggrave pas. Le mal, il est très profond, c'est la recolonisation de l'Afrique. C'est une opinion. Ce n'est pas seulement mon opinion, Igor, c'est l'opinion de toute la génération des nouveaux intellectuels africains, c'est l'opinion des africanistes, c'est l'opinion d'une grande partie de tes confrères africanistes sur le groupe Sputnik, par exemple. Et il faut quand même dire quelque chose, c'est que maintenant, il y a dans le monde intellectuel ou dans le monde de la presse, il y a aujourd'hui deux blocs. Il y a un bloc qui est pour une Afrique libre et indépendante. J'ai amené des idées, notamment la grande idée d'un acte Russie-Afrique, mais derrière moi, il y a énormément de jeunes et de vieux panafricanistes. J'ai dans mes camarades de combat, il y a un bloc de collaborateurs du néocolonialisme, qui soient britanniques, français ou surtout américains. Et quand vous grattez derrière ce bloc, vous trouvez le financement de la NET, de M. Soros, des ambassades américaines. Vous avez entendu à notre micro le politologue belge Luc Michel. Nous sommes toujours dans les studios de Radio Sputnik. Cette fois-ci, on parle de la visite africaine d'Obama. Il vient de la terminer et en fait, en Éthiopie, Barack Obama a tenu un discours ce mardi dernier dans le hall Nelson Mandela. C'est un lieu symbolique du siège de l'Union africaine à Addis Abeba. C'est la première fois qu'un président américain a prôné la parole devant l'organisation panafricaine. Il a dit textuellement ceci: « Alors que l'Afrique change, j'ai appelé le monde à changer son regard sur l'Afrique. Après un demi-siècle d'indépendance, il est plus que temps d'abandonner les vieux stéréotypes d'une Afrique enlisée pour toujours dans la pauvreté et les conflits. » C'est ce que déclarait Barack Obama, premier président américain à s'exprimer devant l'Union africaine. Il faut dire que cette visite s'inscrit dans l'offensive des États-Unis qui est décrite il y a 3 ans maintenant, en 2012, par les National Intelligence Council, qui a publié un Global Trends 2030 Alternative Worlds. On sait bien que c'est ce qu'on appelle le NIE, les National Intelligence Estimate, publie une sorte de document qui est émis par le gouvernement des États-Unis, dans lequel il expose la prospective du développement de leur offensive parfois. Mais curieusement, la partie de ce Global Trends
2030 consacrée à l'Afrique est sans doute la plus caricaturale du rapport. Les références à l'Afrique se présentent comme un tissu des généralités assez creuses sur l'émergence des classes moyennes, des difficultés de la gouvernance ou les défis démographiques du continent, sans qu'un mot ne soit prononcé sur le réveil de l'islam ou bien des affrontements ethniques. Il faut dire que nous nous sommes adressés à un spécialiste de l'Afrique, un spécialiste russe, qui est Andrei Ournov, docteur en sciences, spécialiste des relations internationales de l'Institut de l'Afrique et de l'Académie des sciences de Russie, pour éclairer la question. C'est la suite de la politique des États-Unis visant à élargir, ou du moins à conserver ses positions en Afrique. En ce qui concerne la visite au Kenya, Obama a des motifs émotionnels car son père est kenyan. Obama souligne néanmoins que bien qu'il soit ressortissant d'Afrique, il est avant tout américain. Qui plus est, les Américains s'intéressent actuellement à l'extension de l'entreprise et Obama a rappelé que le sommet international de l'entreprise se déroulerait pour la première fois dans l'histoire dans ce pays. Les États-Unis ont une double tâche en Éthiopie, la coopération militaire avec ce pays et les relations avec l'Union africaine. Obama a exhorté en particulier l'Union africaine à lutter contre le terrorisme, en particulier contre l'État islamique en Irak et au Levant. Les Américains sont coupables d'aggravation du terrorisme, bien qu'ils nuisent à leurs intérêts. Obama a promis d'aider l'Afrique dans la lutte antiterroriste, il l'aide même, mais les Américains essaient le plus souvent de ne pas s'y ingérer sur le continent africain. Les déclarations ne débouchent que très rarement sur les actes concrets. Le terrorisme s'est accentué, les Américains s'étaient permis l'ingérence, notamment en Libye, en Irak. Ils ont aidé le Soudan du Sud à se libérer. Les combats sanglants entre le président et le vice-président qui ont accédé au pouvoir dans ce pays se déroulent actuellement et on est fondé de constater une guerre interethnique. Et ceci non sans le soutien des États-Unis. Personne ne sait maintenant rien faire, ni les Américains ni les Africains. Il existe des appels au dialogue, plusieurs accords sont signés, mais ils ne s'avèrent pas payants. Tous, ils sont constamment violés. Quoi qu'il en soit, on ne saurait signaler que les intentions des États-Unis dans la région. Il n'existe pratiquement pas de divergence entre les États-Unis et l'Afrique. Exception faite pour le Kenya, cela concerne les gays et l'autorisation des mariages homosexuels. Obama a abordé cette question à une conférence de presse conjointe des présidents des deux pays. Au Kenya, de telles relations entraînent une réclusion et selon le président kenyan, il n'est pas prévu d'apporter les correctifs aux lois. Certes, l'Afrique a lié de grands espoirs au président noir. Il entendait sans doute les justifier, mais a voulu éviter des reproches concernant son penchant pour l'Afrique et vu ses origines et qui évance au second plan les intérêts du peuple qu'il a élu. C'était l'opinion d'Andrei Ournov, docteur en sciences, spécialiste des relations internationales de l'Institut de l'Afrique de l'Académie des sciences en Russie. Et maintenant, on va s'adresser à Victoria, qui est toujours avec moi. Victoria, est-ce que vous voulez nous exposer avec votre interlocuteur l'opinion africaine, enfin, du côté africain? Oui, je voudrais commencer par la mission de cette visite, si on peut dire, d'Obama. Cette tournée en Afrique est la 4e du mandat de Barack Obama. Officiellement, elle a été consacrée à la lutte contre les organisations islamistes en Afrique, notamment avec les Shebab, qui multiplient les attentats au Kenya depuis quelques mois. C'est une organisation islamiste somalienne. Le président américain a déclaré que les fruits de cette coopération renforcée avec les forces kenyanes sont déjà visibles. L'emprise réelle du groupe en Somalie est réduite et ses réseaux opérant en Afrique de l'Est sont affaiblis, a-t-il indiqué. Pourtant, lors de cette visite, Obama a prêté attention non seulement à ce sujet brûlant qu'est la lutte contre le terrorisme, il a évoqué également les problèmes du redressement économique des pays africains et les problèmes politiques en Afrique. Selon lui, certains dirigeants africains devraient quitter le pouvoir volontairement et ne pas le garder à vie. À ce sujet, il a évoqué notamment le Burundi, dont les élections présidentielles récentes ont provoqué le mécontentement d'une partie de la population. Il a prononcé tout un discours dans la capitale de l'Éthiopie, Addis Abeba, concernant la question de l'alternance politique. Je pense que je suis un président plutôt bon et si je me présentais à nouveau aux élections,
Je gagnerai, mais je ne peux pas, a fait savoir Obama. Il a également évoqué les droits des homosexuels avec le président kenyan, Uhuru Kenyatta. Ce dernier a demandé à son homologue américain d'admettre que les Africains et les Américains avaient des opinions différentes sur ce sujet, en rajoutant que la société kenyane n'accepterait pas l'homosexualité. Le président américain, à son tour, a comparé l'homophobie à la discrimination raciale envers les Noirs aux États-Unis. Et vers la fin de son voyage au Kenya, d'où il tient ses origines, il faut le rappeler, Barack Obama est allé encore plus loin dans ses déclarations. Il a appelé à changer les mentalités. Donc, cela concernait principalement la corruption et l'éducation des femmes. Il a dénoncé le tribalisme, jugeant qu'une politique basée sur l'appartenance à une tribu ou à une ethnie est une politique qui condamne un pays à se déchirer, en faisant référence évidemment aux violences post-électorales qui ont déchiré le pays en 2008-2009. Et voici la réaction du rédacteur en chef du magazine Ngambo Ngambo, Lelo Biango, qui habite à Paris, donc au discours tenu par Obama lors de sa tournée africaine. Personnellement, en tant que journaliste de la diaspora, c'est normal qu'un chef d'État, Obama ou un autre du monde occidental, voyage en Afrique. C'est dans le cadre de leur fonction, ça c'est normal. Et puis s'il est parti là-bas, pour les intérêts américains, parce qu'il est d'abord président des États-Unis. Justement, oui, Monsieur Miango, tout au long de cette visite, Obama ne cessait de donner des leçons de démocratie aux Africains. Pourquoi se permet-il de donner des conseils aux leaders africains? Sincèrement, en tant que journaliste africain qui vit dans la diaspora, oui, je pensais que Obama allait faire un mea culpa là-bas. C'est-à-dire dire, parce que les États-Unis, c'est un pays qui fait déstabiliser beaucoup de pays africains. Donc il devait d'abord commencer par faire ce mea culpa là. Mais vous voyez, par exemple, ce qui se passe en Libye. Les Européens se plaignent qu'il y a beaucoup de gens qui viennent. Ce sont les États-Unis qui ont décidé de casser le régime de la Jamaïria libyenne, qui était une démocratie parce que c'était les femmes qui avaient le pouvoir là-bas en Libye sous le règne du guide Muammar Kadhafi. Beaucoup de guerres en Afrique se sont passées à cause des États-Unis. Bon, donc ce qui est inquiétant, c'est que ces leçons-là appellent à la vigilance parce que nous craignons fort que dans les mois à venir, dans les années à venir, il y ait une vraie guerre des États-Unis en Afrique. On parle de la démocratie, mais la démocratie c'est une invention de la femme africaine. Donc la démocratie a été créée en Afrique. Donc Obama n'a pas à venir nous donner des leçons à des régimes en Afrique. Ce qui nous intéresse ici, par exemple dans la diaspora, c'est des échanges de partenaires d'égal à égal. Donc les États-Unis n'ont pas de leçons à nous donner. Et puis ce voyage d'Obama s'est passé à une période qui est très dure pour nous les Noirs, parce que nous sommes en Afrique, beaucoup de peuples sont des Noirs. On tue régulièrement des Noirs aux États-Unis là-bas. Et Obama devait d'abord nous expliquer pourquoi il y a tellement des assassinats des Noirs aux États-Unis. Parce que ça fait partie. Obama, c'est juste un monsieur. Mais le système qui existe aux États-Unis dépasse la personnalité de M. Obama. Même si c'est lui qui symbolise les États-Unis. Mais le système qui existe aux États-Unis, c'est un système à domination, à pensée unique. Donc c'est beau de dire l'injovité du pouvoir, mais quand Obama part, par exemple en Grande-Bretagne, Obama ne peut pas dire à la reine Elisabeth que vous avez beaucoup duré au pouvoir. Alors pourquoi il doit venir dire ça aux Africains? C'est ça, nous sommes prêts à débattre.
moi je n'ai jamais vu un chef d'État africain aller, par exemple, donner des leçons, bien faire des coups d'État dans des pays européens ou bien aux États-Unis. Donc, le problème qu'il a dit, il faut commencer à regarder l'Afrique avec un œil nouveau, il faut commencer par là. Et puis on fait le débat. L'Afrique est un continent qui progresse, mais quels que soient les problèmes, mais nous ne voulons plus qu'il y ait, par exemple, le système américain vienne créer des problèmes chez nous. Mais comment cette visite a été perçue en Afrique? Moi, je vis ici en Europe depuis 1980. Je donnerais plutôt la vision des gens de la diaspora, parce que la diaspora fait partie de la 6e région de l'Afrique. Donc il y a l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale, l'Afrique australe. Donc moi je donnerais plutôt la vision des gens ici. Bon, mais c'est un voyage normal d'un chef d'État qui va en Afrique, et puis tous les peuples africains, comme l'a montré le peuple éthiopien ou le peuple kenyan, tous les peuples africains accueillent bien les étrangers, accueillent bien notamment le voyage d'Obama, parce que chez nous, l'hospitalité est sacrée. Parce que nous, aucun peuple africain n'a apporté la guerre dans un pays européen contre le peuple européen. Encore une question sur la déclaration d'Obama sur la nécessité de l'alternance politique. Cette déclaration a été quand même assez ambiguë parce que d'abord, M. Obama s'est vanté que s'il briguait le 3e mandat, il sortirait sans aucun doute gagnant, mais il a affirmé en même temps que celui qui voudrait devenir président pour la 3e fois n'est qu'un dictateur. Comment pouvez-vous le commenter? Bon, mais d'abord, le point de vue exprimé par le président Obama, c'est le point de vue d'un symbole des Américains par rapport à l'alternance au pouvoir. Mais l'alternance c'est fait. Chaque pays doit avoir son rythme d'alternance au pouvoir. Vous devez insister sur le fait que ce sont les États-Unis qui bloquent le processus d'alternance. Ce sont les États-Unis qui sont à la base, qui ont tué le symbole de la démocratie. En assassinant par exemple Lumumba. Donc ils avaient assassiné la démocratie en Afrique. Donc venir nous parler de l'alternance, nous souhaiterons quand même qu'il y ait des éclaircissements sur des points comme l'assassinat de Lumumba. Parce que Lumumba représentait la démocratie, mais ce sont les Américains, un groupe des Américains, je ne parle pas du peuple américain, qui ont tué la démocratie en assassinant Lumumba. Donc les Africains ont leur rythme de l'alternance. S'il y a des problèmes internes, c'est aux Africains de régler ça. D'accord. Et la dernière question, M. Mayangou, il y a une expression fréquemment utilisée, la transition difficile de l'autocratie à la démocratie, qui est une monnaie courante des analyses de la CIA. Est-ce que les Américains sont capables, à votre avis, de sortir des schémas, des attitudes supérieures par rapport aux États africains? Non, parce que les Américains, quand je parle des Américains, je ne parle pas du peuple américain. Je parle des gens qui ont des parcelles de pouvoir là-bas. Et ils se sont donné une mission que j'appelle messianique. C'est-à-dire, ce que eux, ils veulent, c'est ça que le monde entier doit faire. Et là, c'est difficile pour qu'ils changent. Mais comme le monde évolue, il y a des journalistes qui voyagent. Et puis bon, j'espère qu'avec les mouvements des peuples, ils seront amenés à changer leur point de vue. Mais c'est difficile parce que c'est un pays qui a été créé sur la base des guerres. Ils ont éliminé les Américains, ils ont amené des Noirs là-bas comme esclaves. Bon, mais il faut espérer qu'ils changent. C'était donc le rédacteur en chef du magazine Ngambo Nangambo, Lilo Mbiango. Merci beaucoup Victoria. Donc je vais vous juste informer que selon certaines informations toujours rapportées par nos amis africains, M. François Hollande s'apprête à visiter certains pays d'Afrique en octobre 2015. Les démocrates suédois sont pour la première fois devenus